les commentaires en question étaient profondément offensants. Et M. Chang, il s'agit d'une terrible erreur de jugement. C'est une situation, c'est regrettable, mais il va continuer avec sa campagne. Le chef libéral Mike Carney qui a commencé cette deuxième semaine de campagne sur la défensive. Vous venez de l'entendre. Il a défendu son candidat Paul Chiang. C'est un député du Grand Toronto qui a suggéré en janvier dernier de livrer un rival conservateur aux autorités chinoises. Critique de son adversaire Pierre Poilievre. M. Carney garde en place ce candidat, ce qui est incroyable. M. Carney ne va jamais se tenir debout contre les gouvernements étrangers parce qu'il est compromis. Le chef conservateur aussi a dû se défendre pour sa stratégie de campagne. Doit-il recentrer sa campagne sur cette guerre commerciale avec Trump? Voici sa réponse. Il y en a qui disent que je devrais arrêter de parler du doublement du coût de logement. Il y en a qui disent que je devrais juste arrêter de parler des mères monoparentales qui ne peuvent plus s'acheter de nourriture. Je vais continuer de parler des vrais défis quotidiens des Canadiens. Avec nous ce soir, Christine Saint-Pierre, ancienne ministre libérale, Stéphane Bergeron, député sortant du Bloc québécois, et Michael Fortier, ancien ministre conservateur. Bonne fin d'après-midi à vous trois. Bonjour. Bonjour. Petit tour de table sur cette deuxième semaine. Donc, vos résumés de la première semaine de campagne. Christine Saint-Pierre. Ça s'est très bien passé, à mon avis, pour M. Carney quand il a ses habits de premier ministre. Mais lorsqu'il a ses habits de chef, là, c'est un peu plus difficile pour lui. Pour ce qui est de Pierre Poilievre, effectivement, il est désavantagé parce qu'il ne peut pas prendre les deux rôles comme M. Carney peut le faire. Alors, là, il doit, bien sûr, recentrer sa campagne sur ce qui se passe avec les États-Unis. C'est majeur. Les sondages le disent. C'est ce qui intéresse les Canadiens. Stéphane Bergeron, après 9 jours, on en est où? Je dirais que M. Carney a eu un très mauvais début de campagne. Et je suis d'accord avec Christine, lorsqu'il est chef de parti et qu'il fait campagne, c'est plus ou moins heureux. La seule bonne journée qu'il ait connue, à part celle d'hier où il n'a simplement pas fait campagne, du moins pas campagne publiquement, au vu et au su de tous, ça a été la journée où il a parlé à Donald Trump. Et ça a été pour lui une excellente journée qui a un peu éclipsé les performances de tous les autres chefs par la force des choses. Quant à M. Poilievre, quand il dit qu'il va garder le cap, je pense que dans cette période où les Canadiens, les Canadiennes souhaitent être rassurés, je pense que le ton n'est pas le bon. De mettre l'emphase, comme il l'a fait au cours des 2 dernières années, sur ce qui ne fonctionne pas, alors que l'heure est à l'unité, l'heure est au rassemblement, l'heure est au réconfort. Je ne crois pas que ça va chercher les gens, que ça les attire véritablement, que ce ton un peu acerbe. Michael Fortier, vous en êtes où après une semaine? Bien, j'ai une cravate orange. On va quand même parler des oranges. Alors, je parle du parti. Donc, eux, malheureusement, ils ont de la misère à se faire entendre. On comprend pourquoi. Ils ont de la misère à les suivre. On va parler d'une de leurs politiques qu'ils ont annoncées aujourd'hui. J'aimerais en parler un petit peu plus tard. Donc, eux, malheureusement, sont écartés. Les deux autres partis qui courent après M. Carney, c'est-à-dire le Bloc au Québec puis les conservateurs, eux ont connu une bonne semaine, une bonne première semaine, mais les deux savent que c'est pas un sprint, c'est un marathon. On a juste fait une semaine, Patrice. 20 de la campagne. Il reste, vous le savez, je vais le dire encore, beaucoup de baseball à jouer. M. Carney, j'ai calculé là, sur les 8 premiers jours, parce que la première semaine, il y a eu 2 dimanches, il y a 4 des 8 jours, si ce n'est pas 5, où il a soit commencé à Ottawa ou il a couché à Ottawa. Pas des farces, là. Lui, il est bien dans son bureau, pousser du crayon, allumer la lumière là, avec une petite corde. Là. Lui, il est là. Il est très heureux, là. Mais dans un autobus, c'est plus compliqué. Il reste 4 semaines de campagne. Les autres partis le savent. La joute est loin d'être terminée. Bon, vous parlez de choses plus compliquées pour le chef libéral. Aujourd'hui,
Il défend Paul Chang, candidat libéral dans Markham-Unionville. Est-ce une bonne décision, je commence avec vous, Stéphane Bergeron, de garder M. Chang, qui, je le rappelle, là, il y a un conservateur qui est accusé par la Chine, qui est porte-parole d'un groupe pour la démocratie en Chine, qui est recherché par la Chine. Et Chang, dans un rassemblement en janvier dernier, a dit en mandarin, ça explique peut-être le décalage que la nouvelle n'est pas sortie, a dit on devrait peut-être, Chang donc dit de son opposant, on devrait peut-être aller le porter à l'ambassade et s'en débarrasser. Exactement. Si vous l'amenez au consulat, vous pourrez obtenir une récompense d'1 million de dollars, a-t-il... bon, il s'est excusé depuis, mais ma question, Stéphane Bergeron, aurait-il dû aujourd'hui, le chef libéral, dire « Au revoir, M. Chang ». Écoutez, c'est sa décision, il va devoir vivre avec et je pense que c'est une décision qui est difficilement défendable parce que ce qu'a fait M. Chang est tout simplement inacceptable. C'est tout simplement de vouloir livrer, pieds et poings liés, un citoyen canadien aux autorités chinoises pour obtenir une récompense financière, une récompense pécuniaire. Écoutez, juste de le dire, ça donne les hauts le cœur. C'est tout simplement inadmissible d'avoir tenu des propos semblables. Et je trouve que M. Chang s'en tire à bon compte, que le chef libéral décide de le garder dans ses rangs. Mais c'est sûr que M. Carney va devoir défendre cette décision qui est un peu difficile à comprendre et qui est difficilement défendable. Michael Fortier, erreur selon vous de M. Carney? Oui, absolument. Moi, je suis super indulgent. Je pense qu'on n'a plus le droit à l'erreur dans notre société. Ça me dérange beaucoup. On n'a plus le droit à l'erreur. Mais cette fois-ci, sur ce sujet, Stéphane a très bien présenté la problématique. Il aurait dû lui demander de se retirer. M. Chang est un ex-policier, right? C'est quelqu'un qui vient d'un parti qui a lui-même, ce parti et ce chef de parti viennent de parler d'intervention étrangère la semaine dernière en critiquant M. Poilievre avec des supposées interventions de l'Inde. Et au surplus, comme le disait Stéphane, cette personne qui est visée par la Chine se tient debout. C'est un citoyen canadien. Même si c'était une blague, c'est une blague de mauvais goût qui est inacceptable pour un parlementaire canadien. Christine. C'est totalement indéfendable et ça s'appelle du leadership. Alors, M. Carney ne fait pas preuve de leadership dans ce dossier-là. C'est une candidature, c'est un candidat qui va être une roche dans son soulier pendant plusieurs jours. Il aurait dû immédiatement tirer la plug, comme on dit en bon français, et dire à ce candidat, vous n'êtes plus le bienvenu dans notre parti parce qu'on connaît la cruauté du régime chinois. Et ce qu'il a dit, ce candidat, n'est pas acceptable dans la société que nous connaissons, société libre et démocratique. Voilà. Mais là, en tout cas, il a dit qu'il le gardait. Est-ce que Chang va partir de lui-même? À voir dans les prochaines heures. Les pipelines, ça fait partie de cette campagne, bien sûr, compte tenu du contexte de cette guerre commerciale avec les Américains. On va écouter M. Poilievre qui revient avec les corridors énergétiques, ce que maintenant promettent les libéraux. Et vous allez entendre le chef du Bloc qui, lui, avec le NPD, disent non, il n'est pas question de ça. On écoute. Il n'y a jamais eu d'approbation au Québec pour donner aux Américains le contrôle de notre pétrole au Canada. Il n'y a jamais eu d'approbation de bloquer les projets pour fournir l'Europe avec le gaz naturel. Le statu quo n'est pas acceptable. Les Québécois sont massivement en faveur des pipelines. Notre opposition à Énergie Est, elle est ce qu'elle a toujours été, absolue et irrévocable. C'est un projet qui n'existe pas, mais qu'on promeut dans le seul but d'aller chercher des votes dans l'Ouest canadien. Michael Fortier, ça fait maintenant partie de cette campagne-là. Est-ce qu'on va en parler sans davantage d'éléments concrets à amener ces grands projets de corridors énergétiques? Bien, c'est le temps d'en parler, non? On est en campagne électorale. Moi, je pense que c'est tout à fait approprié qu'on en parle, surtout dans les circonstances qu'on connaît, avec le président américain qui tente de nous contrecarrer, qui tente de nous mettre des bâtons dans les roues avec ses tarifs, Patrice. Donc, moi, je trouve ça tout à fait approprié. Monsieur
Poilievre a le même projet, les mêmes ambitions que M. Carney. Je comprends que M. Blanchette s'y oppose, mais pourquoi est-ce que c'est correct au Canada de prendre notre pétrole puis de le donner aux États-Unis et que les États-Unis se retournent vers nous et nous mettent des bâtons dans les roues? Pourquoi qu'on ne pourrait pas avoir un projet canadien avec ce pétrole qui est exploité ici au Canada? Pourquoi qu'on ne pourrait pas au moins avoir cette discussion, d'avoir un corridor énergétique pour amener ce pétrole d'ouest en est? Christine. Je pense que Blanchette n'est pas au diapason de l'opinion publique québécoise qui a changé sur ce sujet-là. Même François Legault est même prêt à en entendre parler, alors que moi, je me souviens, en 2017, on était au gouvernement, puis il y avait une forte opposition au projet Énergie-Est. Là, les choses ont changé. La politique a changé. La situation avec les Américains a changé. Alors, je pense que là-dessus, Pierre Poilievre est sur la bonne voie pour faire la promotion de ce projet-là et démontrer qu'il faut que notre énergie puisse être vendue ailleurs qu'aux États-Unis. Stéphane Bergeron, le Bloc, le chef est très ferme en disant il n'est pas question. Si d'aventure il y a un projet qui arrivait, est-ce que c'est pas une position un peu délicate là, de se mettre dans le coin et dire jamais, jamais, au grand jamais? Écoutez, moi, je ne suis pas si sûr, comme Christine, que l'opinion publique au Québec a tant changé par rapport à ces projets-là. J'ai plutôt l'impression que l'oreille est ouverte compte tenu de la conjoncture, mais justement, compte tenu de la conjoncture, il faut rappeler que c'est un fantasme. Parce que le temps qu'on trouve une entreprise prête à lancer un projet comme celui-là, le temps qu'on construise l'oléoduc, on sera rendu au successeur de Donald Trump, à moins que lui-même ait réussi à se présenter une troisième fois. Donc, je pense qu'on court après des chimères présentement. Ce n'est pas un projet qui est nécessaire, qui est même souhaitable dans le contexte actuel. Et pour le Québec, c'est un marché de dupes, parce que tout ce que ça risque de faire, c'est de mettre en péril nos rivières, nos lacs, notre fleuve, notre approvisionnement en eau. Et ce, pourquoi? Simplement pour permettre d'exporter le pétrole sale de l'Ouest et de faire en sorte que le prix soit plus élevé pour les consommateurs québécois. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné de laisser passer le pipeline? Alors, à moins que le gouvernement fédéral décide, comme il l'a fait dans le cas de Trans Mountain, de l'enfoncer dans la gorge du gouvernement du Québec, il n'y a pas de chance qu'un tel projet puisse se réaliser au Québec. J'en doute terriblement. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Stéphane. Je pense qu'il fait erreur. Il fait erreur, d'abord, oui, absolument, sur l'intention. Je pense que Christine a raison. Je pense qu'il y a de plus en plus de Québécois, comme vous disiez vous-même, Stéphane, qui tendent l'oreille, et même plus que ça. Les gens le réalisent, Stéphane. Il doit y avoir, moi, les gens m'en parlent, il doit y avoir une façon de construire ce pipeline et d'amener le pétrole d'ouest en est sans détruire l'écosystème du Québec. C'est sûr que ça existe. Il y a eu, et selon le Bloc québécois, on ne peut même pas y penser, on ne peut même pas faire un tracé, c'est contre leurs principes. Moi, je pense qu'ils font une erreur. Et de dire que Trump ne sera pas là le troisième mandat, c'est vrai, mais pourquoi, Stéphane, Oui, mais pourquoi qu'on ne se garderait pas ces droits-là, justement, cet avantage, même s'il n'est plus là? OK, mais lui, il veut rester en passant. J'en parle à l'émission avec une politicologue tout à l'heure. Il a dit que c'était pas une blague, qu'il voulait rester pour un autre mandat. Mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Loi 96, les pipelines, on va en reparler. Loi 96, on va écouter M. Carney, qui dit « un droit est un droit est un droit ». J'ai de la difficulté avec l'idée de prendre la clause non-obstant comme paravent dans un projet de loi, loi qui protège la langue française au Québec. On écoute et on revient. Mon gouvernement a une malaise avec l'utilisation préventive de la clause non-obstant. Si on utilise trop souvent la clause non-obstant, dans une manière anticipatoire, on dit on n'a pas de charte des droits. Pour moi, c'est une question constitutionnelle. Mais le contenu de la loi, vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec l'objectif. J'ai envie de dire, j'en veux plus. Pas parce que c'est contre le Québec, mais c'est parce qu'on doit connaître M. Carney. Puis à chaque fois que je dis ça, c'est sûr que je vais me permettre de me fâcher un petit peu plus avec le temps. Vous y direz. Mais je me contiens raisonnablement bien pour dire, écoutez, on en est encore à l'étape, il reste 1 mois. Donc, 1 mois pour que M. Carney ait le respect
pour les électeurs québécois de venir expliquer un programme, pas son programme, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, loi 96, Christine Saint-Pierre, on n'est jamais très loin de ces lois et du français, puis qu'on parle de l'avenir politique du Québec, du Canada, les droits linguistiques. M. Carney, qui incarne la tradition libérale en disant un droit, un droit, un droit, comment vous voyez le débat se placer maintenant? C'est un dossier très sensible, le dossier de la langue, et probablement que M. Carney ne l'a pas encore réalisé, le fait que ce dossier soit si sensible. Écoute, je l'ai porté, moi, ce dossier-là, quand j'étais au gouvernement Charest, puis j'en porte encore des cicatrices. Alors, c'est un dossier excessivement sensible, puis du côté des libéraux, on est toujours vu comme des gens qui ne veulent pas défendre le français. M. Carney dit qu'il veut défendre le français, mais le problème, c'est qu'il a répondu à une question hypothétique. La loi 96 n'est pas devant les tribunaux présentement. C'est la loi sur la laïcité qui est devant les tribunaux. On parle de la clause dérogatoire. C'est la Cour suprême va entendre la question de la clause dérogatoire sur la laïcité. Et ce que le gouvernement Legault fait, c'est qu'il met la clause dérogatoire sur un projet de loi avant qu'il soit testé devant les tribunaux, sachant très bien que ces projets de loi sont anticonstitutionnels. Alors, du côté de François Legault, on met la clause dérogatoire comme si c'était des affaires bien faciles à faire. La clause dérogatoire. Dérogatoire. Mais là où il a raison, c'est quand il dit un droit, c'est un droit. Mais M. Carney, aujourd'hui, n'a pas joué en politicien. Et on ne répond jamais à une question hypothétique. Ça, je pense que tous les politiciens savent ça, là, ceux qui en ont fait, qu'une question hypothétique doit rester une question hypothétique et on passe à un autre sujet. Et en profiter, Stéphane Bergeron, quand on pose une question hypothétique, de peut-être ne pas le répondre, mais de dire, mais le français, il faut le protéger au Québec. Oui. Les gens veulent entendre ça aussi. Disons simplement que le français, on le voit bien depuis le début de la campagne, ça semble pas être une grande préoccupation pour M. Carney. Et cette nouvelle déclaration vient, je dirais, confirmer dans l'esprit des Québécoises et Québécois que pour lui, le français, c'est pas tellement important. Et moi, je trouve ça un peu agaçant d'entendre des politiciens fédéraux nous dire « Mais tu sais, la clause nonobstant, là, on peut pas trop l'utiliser. C'est écrit nulle part dans la Constitution qu'il y a un nombre maximal d'utilisation permise de la clause nonobstant. Puis il faut se souvenir pourquoi est-ce qu'elle a été introduite. Elle a été introduite par un premier ministre libéral, Pierre Elliott Trudeau, qui voulait briser le consensus des provinces pour faire en sorte d'isoler le Québec et de pouvoir rapatrier la Constitution et d'intégrer cette Charte des droits qu'il a intégrée dans la Constitution canadienne. Mais le prix à payer pour Pierre Elliott Trudeau, ça a été de concéder aux provinces cette capacité de pouvoir protéger les législatures, de protéger les lois adoptées par les provinces. Et aujourd'hui, les mêmes libéraux disent « Ah, mais c'est-tu pas bon, ça, la clause nonobstant? » Mais c'était d'y penser avant. Elle a été intégrée dans la Constitution. Et cette Constitution, bien, elle est verrouillée. On ne peut pas la changer. On doit donc vivre avec. Loi 96, Michael. C'est un terrain miné pour lui. Pauvre lui. Pauvre lui. Lui a deux gros défauts par rapport pour un certain segment de notre population au Québec. Un, il n'est pas québécois, OK? Puis deux, c'est un membre du Parti libéral du Canada. Ça, là, c'est épouvantable pour certaines personnes. Mais plus sérieusement, nous quatre, avec nos conjoints respectifs, on aurait un souper les quatre. On s'entendrait probablement pas sur tout, mais au moins on comprendrait les nuances. Lui, il ne peut pas saisir toutes ces nuances-là. Quand Christine dit il n'est pas tout à fait au fait du dossier, j'espère, il vient juste d'arriver. Toutes les questions d'identité, c'est clair que ça va lui échapper. Nous, ça nous a pris une génération, si pas deux, pour bien le saisir. Mais dans alors, lui, son entourage, il n'y a personne qui défend le dossier de la langue non plus, là. Il n'y a personne qui est sensible à la question de la langue. Il n'y a même pas nommé un ministre responsable des langues officielles. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Absolument. Mais c'est son entourage aussi. Mais ce que Christine a dit tantôt sur le fait qu'il a répondu à une question hypothétique, vous vous rappelez, Patrice, l'émission que vous avez animée le jour du lancement, quelqu'un vous a dit « il parle trop ». Il parle trop, il donne une réponse, puis il donne 5 exemples de sa réponse. À un moment donné, il va trébucher, puis c'est arrivé. Arrivé, on change de capitale, on arrive au Québec, course, parce qu'il y a une course au Parti libéral du Québec, on l'oublie. Christine, il y a une course à votre ancien parti. L'arrivée de Carl Blackburn. On va écouter un très court extrait, on revient. On l'a en entrevue un peu plus tard à l'émission, mais écoutons. Ces derniers mois, je me suis particulièrement senti interpellé par l'État du Québec, par la façon dont il est gouverné et par le monde qui l'entoure et qui maintenant le menace. Mon énergie retrouvée, les nombreuses sollicitations à me présenter et la mauvaise direction dans laquelle se dirige le Québec
m'ont laissé aucun doute dans mon esprit qu'il fallait que je revienne à l'action politique et que j'y consacre les prochaines années de ma vie. Alors, il fait partie maintenant des 5 qui veulent diriger le Parti libéral du Québec. Vous les voyez. M. Bélanger, Blackburn, donc, Milliard, Charles Milliard, Pablo Rodriguez et Mario Roy. Christine Saint-Pierre, est-ce que ça change la course de manière importante? Complètement. À mon avis, complètement. Carl Blackburn est un enfant du Parti libéral du Québec. Ça fait 25 ans qu'il milite et il connaît le parti là, de fond en comble. Aussi, ce qu'il faut toujours répéter, c'est que ce ne sont pas les Québécois en général là, qui vont voter pour le nouveau chef du Parti libéral du Québec, ce sont les membres. Alors, ce sont les membres qui vont décider. Et il y a des candidatures importantes. Je pense à Pablo Rodriguez, bien sûr, Charles Milliard. Mais là où Carl Blackburn, je pense, est capable de faire une grande différence, c'est qu'il vient d'une région, il a un profil très, très, très clair dans le domaine de l'économie et il est connu des gens, il est connu des militants. Moi, je le dis depuis quelques jours, là, les vieilles mains de Jean Lapierre, là, dont Jean Lapierre parlait, vont sortir là, pour Carl Blackburn. Est-ce qu'il devient le favori, d'après vous, rapidement, Christine? Tout à fait. OK. Stéphane Bergeron. Moi, je pense que ça change, je suis d'accord avec Christine, ça change complètement la face de cette course à la direction du Parti libéral du Québec. Carl vient du sérail libéral, il a été député du Lac-Saint-Jean au sein du Parti libéral, sous la bannière libérale, devrais-je dire. Il a été directeur général du Parti libéral. Il connaît ce parti, il connaît ses militants, ses militantes. Les militants et militantes le connaissent. C'est un battant. Je pense qu'il aurait bien souhaité pouvoir se lancer dans la course plus tôt, mais des soucis de santé l'empêchaient de le faire. Il y a eu de plutôt bonnes nouvelles ces derniers temps. C'est bien pour lui. On a de quoi se réjouir. Puis on a de quoi se réjouir également de le voir se lancer dans la course. Je pense que ça va donner du piquant à cette course qui n'en manquait pas jusqu'à présent. Et ça va faire en sorte que... Bien, qu'il n'en manquait pas. Je veux dire, okay. avec la présence de M. Coderre, ouais, ben là, dont on a refusé la candidature, okay. C'était pour le moins divertissant, en tout cas pour quelqu'un qui n'est pas libéral. Mais ça va être très intéressant de voir la course avec Carl Blackburn à l'intérieur, sur les rangs comme candidat. Très bien. Michael Fortier, qui n'est pas libéral non plus. Un autre point de vue d'un non-libéral. On vous écoute. Oui, mais il est marié à une libérale. Attention, là, vous venez de me causer beaucoup de tort. Moi, je le prends d'un autre angle. Moi, ce que je vais dire, Patrice, c'est ceci. Ce que je réalise, c'est que vos panels sont une pépinière de talents exceptionnels. Après Martine Hébert, qui a été recrutée pour aller au Sénat du Canada, on a maintenant Carl Blackburn, qui se lance à la course à la chefferie. Alors, ceux comme moi... Vous nous annoncez quelque chose? Vous n'allez pas revenir, Michael? Non, mais ceux comme moi dont le téléphone ne sonne pas, ça commence à miner notre morale. Je veux que vous le sachiez. Est-ce que ça change la course? Ça change il y a un joueur de plus. Moi, M. Blackburn, je ne sais pas, Patrice, il est tard, mais peut-être qu'il est pas si tard que ça. Il sera avec nous plus tard dans l'émission. Carl Blackburn et Christine Saint-Pierre, Stéphane Bergeron, Michael Fortier. Merci.